Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'un petit village d'Alsace-Lorraine frappé de plein fouet par un meurtre des plus sordides. Une enquête fastidieuse qui va nécessiter des moyens hors normes et dont l'issue spectaculaire va plonger toute une région dans l'horreur. Dans un village où en fait, chacun se connaît, où il y a des relations donc, de voisinage relativement proches, on voit arriver donc, la mort dans des petits sacs plastiques. Nous sommes dans la région Lorraine, à Rancourt-sur-Ornain, un petit village de 200 âmes, à une vingtaine de minutes de Bar-le-Duc. Ici, les habitants jouissent du calme de la commune, qui s'étend sur à peine 9 km. Rancourt-sur-Ornain, c'est un petit village sans problème, rural, aux confins entre la Marne et la Meuse. Avec une population relativement simple, vivant donc de l'agriculture, de l'élevage, de petits commerces, le monde rural au sens noble. Le 21 septembre 1999, comme tous les matins, une agricultrice de Rancourt se rend à son champ. Sur place, elle fait une étrange découverte. C'est une dame qui va nourrir ses chevaux, qui se met à la barrière pour les regarder, et puis elle voit un sac poubelle qui vraiment sent très mauvais. Alertée par l'odeur nauséabonde qui s'échappe du sac, l'agricultrice décide de s'en approcher. Elle va éventrer ce sac poubelle en se disant qu'est-ce que ça fait là. Et là, la surprise, c'est de découvrir un pied humain qui est coupé à hauteur de la cheville. Paniquée, la femme prévient immédiatement les secours. Une fois sur place, les gendarmes de Revigny découvrent à leur tour l'horreur. Des restes humains en état de décomposition avancée. Ça a eu le temps de maturer, ça a eu le temps de se décomposer effectivement gravement. Et cela est sans doute dû justement au côté complètement cloisonné. Face à la gravité de la situation, la machine judiciaire s'active. Très rapidement, les juges d'instruction, donc chargés de l'affaire, le procureur, estiment que c'est atypique. Ça sort complètement des habitudes, en tout cas, ou des routines habituelles. Des techniciens de l'identification criminelle, des médecins légistes, ainsi qu'un renfort des forces de l'ordre sont dépêchés sur les lieux du drame. Tout de suite, on pense à la piste criminelle, parce qu'effectivement, découvrir un sac à cet endroit-là avec un reste humain, on ne peut pas avoir affaire à des gens qui se sont amusés dans un cimetière. Nécessairement, il y a quelqu'un qui a été tué et on a essayé de faire disparaître le cadavre. Le contenu du sac est donc envoyé à l'Institut médico-légal de Nancy pour y être analysé. C'est pour le moment le seul indice dont disposent les enquêteurs. Alors, que s'est-il passé cet été 1999 à Rancourt-sur-Ornain? À qui appartiennent les restes humains retrouvés dans le sac? Et le petit village serait-il en proie à un tueur sanguinaire? À Revigny, au lendemain de la macabre découverte, les gendarmes cherchent toujours à identifier la victime. Le médecin légiste de l'Institut médico-légal de Nancy livre alors une première piste aux enquêteurs. Il s'agirait d'une femme, Chaussan, du 38. C'est évident que quand on retrouve un pied dont on dit qu'il est de femme, cela oriente les enquêteurs sur plutôt un crime sexuel violent. Les enquêteurs le savent, il faut agir vite. Sans aucune piste sur l'identité du criminel, ils s'intéressent à celle de la victime. Afin de retrouver d'autres parties du corps permettant son identification, Pierre Aurignac, le juge d'instruction, décide d'employer les grands moyens.
On fait venir un hélicoptère, on fait venir des plongeurs, on fouille tous les plans d'eau du secteur, on fait des battues avec des gendarmes mobiles dans toutes les forêts. Il met également en place des barrages routiers, une enquête de proximité hors norme et un périmètre de recherche de 25 km est établi autour de Rancourt. Au total, une centaine d'hommes est mobilisée. Un acharnement qui va porter ses fruits. Il y a 12 sacs plastiques qui sont retrouvés donc, aux alentours de ce petit village. Personne n'est capable de dire vraiment ce que c'est. Il n'y a que le légiste qui, en procédant à ces mini-autopsies, va déterminer, là ça c'est un morceau de hanche, là c'est un avant-bras. Reste encore à savoir s'il s'agit des membres d'une seule et même personne. Une opération fastidieuse, compte tenu de leur état. Alors, en attendant les résultats de tests ADN, sur le terrain, les enquêteurs s'organisent méthodiquement. Il y a des groupes d'enquête qui vont se mettre en place, une sur l'hypothèse d'un rôdeur, l'autre sur l'hypothèse éventuellement d'un crime familial, une autre sur l'hypothèse d'un récidiviste, de quelqu'un qui serait un tueur en série. Des hypothèses qui, à ce stade de l'enquête, ne donnent rien. Alors, affaire exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le juge d'instruction décide de faire appel à un profiler. Une première en Alsace-Lorraine. Il considère que cette affaire doit requérir le maximum de compétences. Il a effectivement ce côté pragmatique en se disant voilà, je ne sais pas à quoi j'ai affaire, mais parmi les hypothèses que j'ai besoin d'avoir une compréhension psychocriminologique sur le pourquoi, sur qui peut faire une chose pareille. Grâce à l'examen des différentes parties de corps retrouvées, il va établir un profil supposé du criminel. Les morceaux de cadavres étaient vraiment émiettés, morcelés. Et nous disons dans ce cas-là qu'il y a une forme de compensation proportionnelle à une frustration passée. À partir du moment où on découpe à ce point-là un corps, il faut qu'il y ait une dose de haine chez celui qui commet cet acte-là. Il faut qu'il y ait une rancœur très importante. Autre élément, l'ancrage géographique du criminel, qu'il détermine grâce aux différents lieux de découverte des sacs poubelles. Dans ces cas-là, vous n'avez qu'à prendre chacun de ces éléments et de les croiser. Vous avez en gros la zone au centre dans laquelle se trouve le criminel. Les gendarmes définissent alors une zone de 5 km aux alentours de Rancourt. Le meurtrier serait donc originaire de la région. L'enquête, elle, progresse doucement. Mais soudain, un coup de théâtre. La découverte d'un nouveau sac qui remet en cause l'hypothèse du prédateur sexuel. L'élément suivant qui sera trouvé sera un morceau du visage, laissant apparaître une moustache blanche. Donc on comprendra tout de suite qu'on a affaire à un homme. Dès lors, l'enquête prend une toute autre tournure. Et déjà, de nombreuses questions se posent. Qui est cet homme? Pourquoi une telle barbarie? Et s'il ne s'agit pas d'un crime sexuel, s'agirait-il d'un règlement de compte? À Rancourt-sur-Ornain, 2 jours après la découverte des 14 sacs, la nouvelle de l'homme dépecé a fait le tour du village. Une affaire sordide qui provoque une vive émotion parmi les 200 habitants. Un petit village comme cela se trouvait avec un fait divers totalement, hors norme, à jeter toutes les personnes, tous les habitants en émoi, quoi. Donc c'est pas, ils se sont posé des questions, ils ont dû dire mais c'est pas pour nous, c'est pas possible. En élargissant leur champ de recherche, les enquêteurs vont faire le rapprochement avec une autre affaire qui défraie la chronique. 4 mois plus tôt, à Nancy, des restes de corps humains ont été découverts par un pêcheur au bord du canal de la Marne au Rhin. On va découvrir plusieurs morceaux de cadavres, une tête principalement,
une main et puis après ce qui ressemble à des parties de jambes, fémurs, rotules, etc. Grâce au relevé ADN et aux techniques d'investigation modernes, les enquêteurs de Nancy identifient une victime, Hans Gassen, et un suspect, un certain Nadir. Nadir a connu à de très nombreuses reprises donc des tribunaux correctionnels, mais c'était principalement pour des faits d'escroquerie. Il est vrai qu'il a connu en 85 la cour d'assises de Saintes. On lui reprochait la disparition d'un enseignant, M. Gachy. Mais le corps de l'enseignant n'a jamais été retrouvé. Nadir a donc été acquitté. 14 ans plus tard, l'homme se retrouve à nouveau devant la justice. Cette fois-ci, il est accusé d'avoir fait tuer 2 de ses connaissances et de s'être débarrassé de leurs cadavres dans le canal de la Marne au Rhin. Le problème était de savoir s'il y avait un lien avec les corps découpés qui avaient été abandonnés dans le canal de Nancy, ou est-ce que c'était une affaire complètement séparée? Pour cela, les enquêteurs vont donc comparer les modes opératoires des tueurs sur les 2 affaires. Et très vite, dans le crime de Rancourt, un premier élément les distingue. On ne va pas déposer ces cadavres quelque part dans de l'eau, dans la rivière, dans le fleuve. On va retrouver beaucoup de cadavres dans le fleuve. Et ce n'est pas tout. Sur l'affaire de Rancourt, contrairement à celle de Nadir, la découpe n'est visiblement pas l'œuvre d'un professionnel. Ces morceaux sont extrêmement petits. Je veux dire, ils ont été morcelés, ils ont été cisaillés, ils ont été aussi dans la forme faits de manière amateur. La piste Nadir est donc abandonnée. Les enquêteurs vont alors s'intéresser aux personnes portées disparues dans la région. Et un homme retient leur attention. Il s'agit de Gérard, un habitant de Rancourt qui n'a plus donné signe de vie depuis 1 mois. Pourtant, à l'époque, lorsque sa femme Nicole signale à la gendarmerie de Revigny l'abandon du domicile conjugal, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La famille était rassurante. La famille disait avoir découvert un mot sur une table disant « je m'en vais ». Et à partir de ce moment-là, l'enquête habituelle n'a pas perduré. Mais aujourd'hui, sans aucune piste sur cette affaire, cette disparition intéresse au plus haut point les enquêteurs. Ils demandent alors immédiatement une comparaison ADN. Et le résultat est sans appel. On a la confirmation, et c'est annoncé par le procureur, que le corps est bien celui de Gérard. Les enquêteurs se penchent alors sur le profil de la victime afin de trouver des éléments qui pourraient expliquer son meurtre sauvage. C'est quelqu'un qui pose pas de problème, quelqu'un qui discute facilement, qui va aller boire le coup avec le copain du village. Vraiment quelqu'un qui n'attire pas spécialement les regards. C'est un homme simple, frustre sûrement, peu de vie sociale, travailleur, gros travailleur. Son plaisir, c'était de prendre sa voiturette, de faire quelques kilomètres avec. Né en juin 1934, Gérard s'est installé à Rancourt-sur-Ornain en 1973 avec son épouse, Nicole. Père de 6 enfants, l'homme de 65 ans est ouvrier à la retraite. Les enquêteurs découvrent également que quelques mois avant sa disparition, il avait déposé plainte pour une affaire d'escroquerie à la carte bancaire. Il va, comme chaque mois, retirer de l'argent au distributeur avec sa carte bancaire et elle est aspirée. Il n'y a plus d'argent sur le compte. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il s'en ouvre auprès du banquier. Ça finit même par une enquête de gendarmerie qui allait débuter à ce moment-là parce qu'il suppose qu'il y a eu un pillage de son compte. Il ne sait pas du tout d'où ça peut venir. Gérard a-t-il découvert qui dévalisait son compte? Pourrait-il s'agir d'un proche? Et si c'est le cas, pourquoi une telle barbarie? À Rancourt-sur-Ornain, Nicole, 66 ans, et ses 6 enfants sont placés en garde à vue. L'objectif des enquêteurs est de faire la lumière sur ce drame qui, selon eux, trouve sa source au cœur de la cellule familiale. Et visiblement,
la tâche s'annonce compliquée. On aura affaire à des gens finalement assez impénétrables, des gens qui n'émettaient pas beaucoup d'émotions et n'étaient pas véritablement effondrés de se trouver en garde à vue, ni effondrés de ce qui pouvait ressortir des éléments d'enquête qu'on leur soumettait. Au terme des 24 premières heures de garde à vue, toute la famille est relâchée, sauf Nicole et Stéphane, son fils aîné, qui aurait été le dernier à avoir vu son père vivant. Vous imaginez donc la tension qui peut s'abattre sur lui. On lui dit « Monsieur, vous avez à répondre de faits importants concernant ce père. Qu'avez-vous à dire ?» Dans un contexte de police oppressant, bien mené, stratégiquement amené, c'est lui qui va parler. Et il parle, et il nous dit partiellement ce qui s'est passé. En fait, il a rendu visite à sa mère, supposant qu'il y avait eu une dispute, puisqu'il habite assez proche du domicile des parents. Et en allant dans le fond de la propriété, dans ce qu'on appelait le poulailler, il va découvrir le corps de son père pendu par un pied. Pour la première fois, les enquêteurs obtiennent des aveux. Des aveux qui ne font aucun doute quant à l'implication de Stéphane dans le meurtre de son père. Mais au fil des questions, l'homme va soudain changer de version. Et il va dire qu'en fait non, le corps n'était pas pendu, il a trouvé des morceaux découpés dans le poulailler. La garde à vue se terminera avec une troisième version, où il reviendra finalement au fait qu'il n'a absolument rien vu. Donc forcément on se retrouve avec quelqu'un qui doit encore faire l'objet de nombreuses investigations. C'est la raison pour laquelle, en fin de garde à vue, il va être présenté au juge d'instruction. Dans un autre bureau, prévenue du sort réservé à son fils, Nicole craque et passe elle aussi aux aveux. Ce jour-là, Gérard était bien présent au domicile familial. Il y a eu une dispute, à propos de quoi ça reste un peu nébuleux. Elle l'aurait poussé, il serait tombé, il serait mort. Selon Nicole, Gérard serait donc mort accidentellement. Prise de panique, elle aurait décidé de faire disparaître son cadavre en le découpant. C'est quelqu'un qui va décrire la découpe du corps d'une façon complètement aseptisée. Elle vous expliquait la recette de la cuisine du cochon, comment elle découpait, on découpe là, je mets un coup de hache à tel endroit, sans émotion. Lorsque vous haïssez une personne, vous la détestez au point de lui en vouloir vraiment à mort. Même lorsqu'elle est décédée. Vous avez envie effectivement de l'humilier. Vous avez envie effectivement de la mettre dans le pire endroit, une poubelle. Disons que c'est ce qu'elle a fait. Après plus de 72 heures de garde à vue et des aveux à glacer le sang, Nicole et Stéphane sont mis en examen pour homicide volontaire et placés en détention provisoire. Les enquêteurs doivent maintenant récolter un maximum de preuves en vue du procès et notamment retrouver l'arme du crime en espérant qu'elle parle. Alors, les perquisitions à venir permettront-elles d'en savoir plus sur le rôle de chacun ? Nicole est-elle le cerveau de cette sordide affaire de famille ? Et pourquoi une telle haine envers son mari ? À Rancourt-sur-Ornain, alors que Nicole et son fils Stéphane passent leur première nuit en cellule pour le meurtre de Gérard, une perquisition est menée au domicile familial. On a une impression de travail incommensurable à faire pour les enquêteurs pour essayer de trouver éventuellement l'arme du crime. On découvre également une réaction des produits habituellement qui permettent de découvrir le sang dans la chambre, au niveau de la tête du lit, sur le sol, et des petites taches, traces d'essuyage qui sont faites au niveau de la tête en bois du lit. Malgré des investigations minutieuses, l'arme du crime reste introuvable et rien ne permet d'établir le scénario avancé par Nicole. C'est donc dans son passé que les enquêteurs espèrent trouver des réponses.
C'est quelqu'un qui est extrêmement attaché à sa famille, extrêmement attaché à ses enfants, à leur protection et à ses petits-enfants. Quelqu'un qui manifestement est prêt à tout pour leur apporter le maximum de confort et les protéger. Elle était mère avant tout. Ça, c'est à n'en pas douter. Et le côté épouse, ses enfants étaient tout pour elle, c'est certain. Et le côté épouse, finalement, n'avait que peu de place. Et pour cause, Nicole a toujours affirmé être une femme battue et soumise à son mari. Le leitmotiv était que son mari était un alcoolique notoire, selon elle, qu'il la frappait. C'était un tyran conjugal, en quelque sorte. Donc là, je pense que cette personne a vécu un véritable calvaire pendant des années et des années. Un calvaire qui aurait atteint son paroxysme le 27 août dernier, à l'occasion d'une énième dispute entre Nicole et son mari. Une querelle dont l'origine serait l'argent et notamment l'utilisation de la carte bancaire de Gérard à son insu. Elle a dû vouloir aider un enfant parce qu'il avait besoin d'argent pour acheter telle ou telle chose. Et en fait, elle se servait de cette carte pour pouvoir donc, lui donner donc, un petit peu d'argent de poche. Un sou, c'était un sou, il le gagnait très, très durement. Et je crois que lorsqu'il s'est aperçu de cela, il a pu très mal le prendre. Et je pense que ça a pu être à l'origine d'une dispute certainement violente. Si les enquêteurs tiennent un mobile, aussi futile soit-il, reste à déterminer si la mère de famille a agi seule. Alors, pour faire toute la lumière, une reconstitution est organisée 7 mois après l'incarcération de Nicole. Première reconstitution, Nicole n'a pas accepté de participer, de se prêter au jeu, de montrer quel type de geste elle faisait. Notamment, elle n'a pas accepté de tirer le mannequin lesté qu'on avait mis en place pour essayer de représenter le poids du corps de Gérard. C'était quelque chose de dur pour elle. Elle ne comprenait pas trop cette espèce de jeu judiciaire auquel il fallait participer. Et c'est quelqu'un qui était quand même ému de retourner dans sa maison, de revenir à ces endroits-là. Pour le juge d'instruction, c'est l'échec. Mais 6 mois plus tard, le magistrat persiste et signe. Il mandate une seconde reconstitution avec le même dispositif. Un mannequin de 80 kilos, le poids supposé de Gérard. Elle a de meilleures dispositions, elle a vraiment envie de disculper son fils Stéphane en tout cas. Et elle accepte de tirer ce corps, de tirer ce mannequin. Elle va accomplir avec force et détermination ce qu'elle a évoqué. Les enquêteurs sont stupéfaits. Depuis le début, ils étaient convaincus que Nicole avait bénéficié d'une aide pour transporter le cadavre de son mari de la chambre à la remise. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a surpris, les enquêteurs et moi-même, parce qu'on se disait une petite mamie comme ça qui devait pas peser lourd, pouvoir tirer cette masse-là, il fallait quand même de la force. On peut imaginer que quand on a la haine ou la rage, ça peut aider. Nicole aurait donc tué Gérard, son mari, sans l'aide de personne. Son fils, Stéphane, est disculpé. La mère de famille, elle, est remise en liberté sous contrôle judiciaire, dans l'attente de son jugement. Son procès permettra-t-il d'éclaircir les zones d'ombre qui persistent dans ce crime sordide? Nicole a-t-elle prémédité son geste? Est-elle une grande manipulatrice ou une femme désespérée, poussée à bout? Le 28 mai 2002, près de 3 ans après le meurtre de Gérard, le procès de Nicole s'ouvre à la cour d'assises de Bar-le-Duc. Les habitants ont investi la salle d'audience. Tout le monde veut voir l'épouse de 68 ans qui a découpé son mari en morceaux. Avec une ambiance très tendue, il y avait
comme une chape de plomb qui s'abattait sur la salle d'audience. D'abord parce que Bar-le-Duc, c'est pas une grosse ville. Ensuite, il y avait la salle était pleine. Beaucoup de journalistes qui s'étaient déplacés. Nicole arrive libre à la cour d'assises, entourée de ses 6 enfants. Parmi eux, Stéphane, un temps soupçonné. Toute la famille fait bloc pour protéger une mère qui va devoir répondre d'un acte des plus barbares. Tout le monde sait qu'elle a commis un acte grave, mais les rumeurs vont bon train sur qui a fait quoi. Pourquoi vraiment? Et puis surtout, est-ce que cette personne est plutôt quelqu'un de terrible, de monstrueux? Ou est-ce que c'est une pauvre femme qui a été presque dans la légitime défense d'en finir avec son mari? Car c'est bien l'enjeu du procès. Pourtant, face aux questions qui lui sont posées, Nicole reste enfermée dans son mutisme. Jamais elle ne citera le nom de Gérard, un mari qu'elle considère comme son bourreau. Je pense sincèrement que cette femme était prisonnière de cet homme. Voilà. Le soldat l'a enfermée. Elle a maltraité. C'est une sorte de ras-le-bol, une montée en pression qui s'est faite. Toutes ces années de passif à l'intérieur de ce couple qui s'est payé en un instant. Au fil des heures, c'est donc le destin tragique d'une femme victime et soumise qui se dessine. Cette dame, je pense, n'est pas apparue durant le procès comme une perverse, quelqu'un de violent, quelqu'un qui était, voilà, qui était anormal ou pathologique. C'était au contraire une dame plutôt effacée, qui se tenait à carreau, qui a dit ce qu'elle avait à dire et puis qui est un peu pantois. Voilà. L'avocat général s'insurge. Pour ce magistrat, dans ce crime sordide, il n'y a qu'une victime, et une seule. Et c'est Gérard. J'ai l'impression que cette personne n'a jamais existé. Qu'il a traversé la vie comme ça et qu'il est mort comme ça, qu'on s'en débarrasse comme ça en le coupant en morceaux. 10 à 12 ans de réclusion criminelle sont requis à l'encontre de Nicole. Pourtant, au terme de 3 jours de procès, l'épouse et conduite ne sera condamnée qu'à 3 ans de prison. Les jurés ont finalement été cléments face à une femme de 68 ans qu'ils ont considérée comme déjà suffisamment éprouvée par la vie. Qui a participé à la découpe du cadavre, qui a participé à son transport. Tout ça, j'ai l'impression qu'on ne saura jamais. Il n'y a guère que les membres de la famille de Nicole et elle-même qui garderont ce secret, qui l'emporteront probablement dans la tombe. Aujourd'hui, à Rancourt-sur-Ornain, 15 ans ont passé depuis le meurtre de Gérard. Un crime barbare qui marquera à tout jamais le petit village alsacien et une victime dont la fin tragique hante encore les esprits de chacun. Et je me pose encore des questions entre l'appréhension que j'avais de la victime, c'est-à-dire un homme simple, comme je l'ai dit, frustré, mais travailleur, et le fait qu'il se transforme en bourreau en l'espace de quelques jours. Mais je me poserai toujours la question de savoir qui était véritablement la victime.